Alors, dans cette vidéo, nous allons revenir ensemble sur l'utilisation des tables et des diagrammes pour les vapeurs. Alors ici, on va prendre l'exemple de l'eau. Pourquoi est-ce que l'eau est souvent prise en exemple? Mais on l'a dit, c'est tout ce qui est l'historique de la machine à vapeur qui a mené à la création en fait, de la thermodynamique. Et aussi parce que, pourquoi l'eau est plutôt qu'un autre? Ben parce que l'eau, en fait, on connaît à l'état naturel les trois états de l'eau. Hein, à 0 degré, on va avoir de l'eau solide. Entre 0 et 100 degrés, on va avoir de l'eau à l'état liquide. Et on aura de la vapeur d'eau, donc qui peut se trouver dans les sources chaudes ou ce genre de choses. Et donc, on a naturellement, donc les températures que j'évoquais étaient évidemment pour une pression atmosphérique dans l'atmosphère. Eh bien, on va connaître ces trois états de l'eau. Et ce qui fait que ben, on n'a pas la même chose, par exemple, avec l'oxygène ou l'azote, pour lesquels il faut aller à des températures, en tout cas à pression ambiante, à des températures très très basses. Et donc, en fait, l'oxygène, l'azote, etc., dans les conditions naturelles, on va surtout les avoir à l'état gazeux, parce qu'ils sont très loin, en fait, de leurs autres états. Et on va voir ici, si on revient, on a déjà détaillé qu'en fait ils sont à l'état de vapeur surchauffée, mais de vapeur entre guillemets très surchauffée. Hein. Et donc ici pour de l'eau, eh bien on va avoir toujours des diagrammes et des tables. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas avoir justement comme pour les gaz parfaits quelque chose qui dit ok, on va avoir une relation PV égale RST qui nous permet de lier entre elles certaines grandeurs d'un état. Hein. Et donc ici, on n'a pas des lois aussi faciles à appliquer, et donc on va préférer utiliser soit un diagramme. On verra que le diagramme, c'est très bien pour pouvoir visualiser les choses, mais pour avoir des mesures précises, c'est un peu moins efficace. Et sinon, on utilisera donc des tables qui, elles, nous permettent d'avoir des valeurs plus précises. Alors ici, le diagramme, donc pour rappel, qu'est-ce qui est schématisé ici? Ben donc ça, c'est un diagramme de la température en fonction de l'entropie. On voit que tout ce qui est vapeur ici à droite a une entropie plus élevée que les mélanges liquide-vapeur et que tout ce qui est liquide. Alors ici, c'est assez particulier dans le sens où la partie liquide, donc liquide, pour rappel, hein, on avait vu au cours précédent les différentes zones du diagramme. Ici, on a sur la cloche qui est en bleu, eh bien, je vais aussi reprendre en bleu pour pouvoir, ou en vert par exemple, pour qu'on puisse bien le lire. Eh bien, ici, sous la cloche, on a un mélange de liquide et de vapeur, hein, qui s'appelle en fait ici une vapeur saturée humide. On a ici toute la partie de droite qui sont des vapeurs surchauffées et on a la partie ici qu'on voit très peu qui sont les liquides sous refroidis. Ok, et donc ces liquides sous refroidis, en fait, ici, pourquoi est-ce que c'est tellement concentré? Eh bien, parce qu'en fait, euh, pour rappel, les liquides sont presque incompressibles. Hein, donc, c'est une hypothèse qu'on fait souvent, l'incompressibilité d'un liquide. Mais donc, en fait, c'est une hypothèse qui n'est pas mauvaise. Et donc, même si on part ici avec des modifications, là, on part de, c'est en mégapascal, mais donc on va voir qu'on est entre des courbes qui sont, ben, si on suit les courbes ici en noir, on va avoir des courbes qui sont de l'ordre de quelques bars jusqu'à plusieurs centaines de bars qui vont être concentrées dans une zone très très petite. Parce qu'en fait, les caractéristiques de l'eau en termes d'entropie ne vont pas fortement changer avec la pression. Donc on a ces trois zones. La limite entre ces trois zones, c'est justement la courbe bleue ici. Hein. La courbe bleue ici, ben, à la partie gauche, pour rappel, ce sont les liquides saturés, et à droite, ce sont les vapeurs saturées sèches. Ok. Ici, le point qui est justement creux, c'est le point critique. Au-delà de ce point critique, en fait, toutes les isobars sont considérées comme des états supercritiques. Ok, donc tout ce qui est température et pression plus haute que ce point critique sont des états supercritiques, mais nous, on va se cantonner du coup à rester dans des états classiques. Et bien, on a donc un, un type d'état, un deuxième, un troisième, et la limite entre les deux qui sont aussi des états particuliers. Ok. Alors, on va avoir plusieurs choses sur un diagramme TS, hein, comme un TS classique sur lequel on va pouvoir représenter les isobars, les isocores, etc. Eh bien, c'est ce qui est représenté ici. Alors, en noir, on a ici les isobars.
Faites bien attention qu'en fait, ici, les unités, ce ne sont pas des bars, mais ce sont des mégapascales. Hein. Pour rappel, 1 mégapascal, c'est 10 exposant 6 pascal, et un bar, c'est 10 exposant 5 pascal. Donc en fait, ici, il faut à chaque fois, si vous voulez transformer la lecture en bar, eh bien, il faut faire x 10. Donc cette courbe 5, ici, c'est déjà la courbe 50 bars. Si jamais vous avez des hésitations, essayez toujours de vous référer à quelque chose que vous connaissez. Hein, et quelque chose que vous connaissez, typiquement, eh bien, les choses que vous connaissez, c'est par exemple la température d'ébullition de l'eau à 1 atmosphère, à 1 bar. Et donc vous allez dire, OK, ici, en fait, sous la cloche, à 100 degrés, en noir, ça c'est 1 bar. Et quand on suit, effectivement, ah ben en fait, 1 bar, ça arrive en dessous de 0,2. Donc en fait, 1 bar, c'est 0,1 mégapascal, et c'est cette courbe-ci ici. Parce que oui, je vais essayer donc de le surligner. À quoi ressemble une isobar? Eh bien, sous la cloche, une isobar et une isocore, c'est la même chose. Donc on va avoir quelque chose comme ceci ici. Hop. Et puis après, on va suivre ici le trait noir jusque 0,2. Ok, et si vous vous souvenez, ici le 0,5, ça c'était l'exemple qu'on avait pris au tout début, et 0,5 pour ceux qui se souviennent, c'est équivalent à une température de changement d'état de 152 degrés. Donc environ entre 100 et 200, effectivement, c'est bien ça. Et puis, si on devait continuer à suivre cette courbe, alors en surlignant, ça ne va pas être précis du tout, mais on a quelque chose qui suit ici, en fait. Et donc toutes les courbes ici sont quasi confondues, et donc c'est très difficile dans cette partie-ci d'identifier des grandeurs sur le diagramme, parce que les différences sont vraiment très petites. Ok, donc ça c'était pour la partie euh, isobar. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre également? On a en rouge, et je vais essayer de le surligner en rouge du coup. On a en rouge, ici, eh bien, ce sont les isenthalpiques. Elles arrivent ici sur ces grandeurs, et on voit le H à côté, et donc en fait, hein, je vais en prendre une au hasard, par exemple c'est la 3000, eh bien ça, c'est la courbe isenthalpique. Ok, et donc ça, c'est la forme des isenthalpiques. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En bleu, on a sous la cloche les isotitres. Hein, donc ça veut dire que sous la cloche, pour rappel, sur la gauche de la cloche, on se trouve à x égale 0. Sur la droite de la cloche, on se trouve à x égale 1. Et entre les deux, ben là, vous avez x égale 0,1. Alors c'est plus ou moins la forme de la cloche. Vous voyez, ce sont les traits en pointillés bleus. Et donc, ils suivent plus ou moins la forme de la cloche. Mais la cloche n'étant pas parfaitement symétrique, en fait, comment est-ce qu'elles sont tracées? Eh bien, en fait, ici j'ai 0 et là j'ai 1. Et en fait, le x est parfaitement linéaire. Et donc, en fait, ici, vous allez avoir 10 divisions équidistantes de part et d'autre de la cloche, hein, qui vous donne 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,9 et 1. Mais la cloche n'étant pas symétrique, bien vous allez avoir des formes qui sont, si je reprends par exemple celle-ci ici, vous avez des formes qui ne sont pas tout à fait droites, quoi. Hein, vous avez une très légère forme de S comme ça, qui se voit pour le x égale 0,5. Hein, et sinon, après, on repart par quelque chose qui a un peu la forme de la cloche ici sur la droite. Ok, pourquoi est-ce que je dis que c'est quelque chose qui est parfaitement linéaire? Parce que si vous vous souvenez bien, le S, eh bien, c'est x fois S seconde de la vapeur plus 1 moins x fois S' du liquide. Et donc, c'est vraiment, pour une isobare qui est également une isotherme, eh bien, sur cette droite-là, le x est vraiment, en fait, l'évolution du x par rapport à l'entropie est vraiment, l'entropie est vraiment linéaire par rapport à l'évolution du x. Hein. Et donc, on va avoir ces 10 traits-là. Donc ça, je vous ai montré donc les isobars, les isenthalpiques, les isotitres, et je ne vous ai pas encore montré les isocores, qui elles, pour vous les montrer, je vais nettoyer un petit peu le graphe, hop, et les isocores qui elles sont en vert sur le diagramme. Les isocores, en fait, là, elles sont comme ceci ici. On va en prendre une, hop, et puis après, elles augmentent. Et elles sont là en vert. Ok, alors les isocores, c'est un peu celles qui sont le moins utiles, donc c'est pour ça que leurs grandeurs ne sont pas reprises, mais comme ça vous savez à peu près ce qu'elles ont. Alors
on pourrait suivre à chaque fois hein, des évolutions. On avait déjà fait ensemble de dire, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe si je suis une isobare et que je chauffe? Bien sûr, une isobare, quand je chauffe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va avoir... Alors, attendez, je vais choisir une couleur qu'on va essayer de bien voir. Alors, sur une isobare, par exemple, suivons celle qu'on connaît tous à 1 atmosphère. Eh bien là, hop, à 100 degrés, je vais du coup avoir mon changement d'état. Et puis, je vais avoir ma température qui augmente. Donc, c'est sur l'isobare, c'est ma température augmente jusqu'à 100 degrés, et après, je change d'état, et puis ma température réaugmente à nouveau une fois que je suis dans les vapeurs surchauffées. On pourrait avoir un autre type de transformation, c'est l'isocore. Et l'isocore, c'est ce qui se passe justement, ce qu'on avait dit l'autre jour, dans une casserole, une cocotte minute sous pression. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette cocotte minute? Eh bien, je vais donc rester avec un volume constant et je vais partir d'un certain volume. Donc, au début, en fait, quand je suis à l'état liquide, eh bien, je vais avoir mon volume qui ne change presque pas. Et donc, quand est-ce que ça va changer quelque chose? Eh bien, c'est au moment où justement je vais, par exemple, arriver à ébullition. On va reprendre à nouveau de l'eau et ma cocotte minute qui démarre en fait à 100 degrés Celsius. Alors qu'est-ce que je vais avoir? Bah, au début, j'ai tout le temps le même volume. Hein, et après, eh bien, dès que ma cocotte sous pression va arriver à 100 degrés, eh bien, normalement, à 100 degrés, bam, il y a de la vapeur qui apparaît. Et quand je suis en isobare, eh bien, à ce moment-là, tout s'évapore et passe en vapeur surchauffée. Sauf qu'en fait, ici, à 100 degrés, eh bien, quand je vais avoir la première apparition de vapeur, comme j'ai un volume qui est fixé, eh bien, je ne saurais pas avoir juste une évaporation. Ce que je vais avoir lorsque je vais avoir une évaporation, eh bien, c'est que la pression à l'intérieur, elle va augmenter. Mais si la pression augmente, mais qu'est-ce qui se passe quand la pression augmente? Eh bien, quand la pression augmente, on l'avait vu tout à l'heure, on l'a rappelé qu'à 5 bars, il faut 152 degrés pour qu'on continue à évaporer. Ah, ben en fait, si je passe de 100 degrés à une pression que j'évapore, la pression augmente un petit peu, ah ben là, ma température va augmenter un petit peu. Et donc, ah, je vais avoir quelque chose comme ça. Et puis alors après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si je continue à amener de la chaleur, je vais atteindre 101 degrés, et à 100 degrés, je vais réévaporer encore un petit peu d'eau. Ah, mais si j'évapore un petit peu d'eau, eh bien, ma pression augmente. Ah, si ma pression augmente, avant que j'évapore à nouveau, il faut que je monte à 102 degrés, et ainsi de suite. Et donc, en fait, avec une isocore, vous allez suivre un trajet où à chaque fois, on va augmenter un peu la température, et un peu augmenter la pression, un peu augmenter la température, un peu augmenter la pression. Et là, bah oui, ici, je vous ai choisi en disant, ah ben tiens, ça c'est une isocore que je continue à chauffer tout le temps. En fonction du volume de démarrage, ben, à combien je vais arriver. Et si vous suivez vraiment l'isocore, ben, en fait, avant d'avoir tout évaporé, là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire qu'on peut monter à 200 bars, quoi. Ne vous inquiétez pas que votre casserole va exploser bien avant que l'entièreté de la vapeur soit évaporée. Hein, si on est déjà, ne serait-ce qu'à 152 degrés, on sera déjà à 5 bars de pression dans votre casserole, quoi. Et donc ça, c'est pour vous dire, bah oui, allez, tenir 5 bars, 10 bars, il y a peut-être encore certaines casseroles qui vont le tenir, mais des pressions aussi élevées que 200 bars, il n'y a rien qui va tenir ça comme casserole. Et donc en fait, ce que vous allez avoir, c'est une soupape de sécurité pour éviter que la pression ne monte trop à l'intérieur de votre casserole, de votre cocotte minute, quoi. Donc ça, c'est les deux trajets possibles. Donc on avait ici l'isobar, et là, on a l'isocore. Hein, l'isotherme, ici, je ne vais pas vous faire la représentation de l'isotherme, vu que c'est une droite horizontale. Hein, mais oui, on peut juste peut-être la représenter quand même pour réfléchir à, tiens, qu'est-ce que ça ferait d'avoir une isotherme? Justement, si j'ai quelque chose qui est à 100 degrés et je vais tout droit, eh bien en fait, ce que je vais devoir avoir ici pour avoir cet isotherme, bah, ici, en fait, si je suis l'isotherme, pour que je reste en vapeur, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'ai ma pression qui diminue. Je suis en train de croiser différentes isobars ici, 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 etc. Et donc, en fait, pour pouvoir avoir ma vapeur surchauffée, si je reste à 100 degrés Celsius, eh bien, il faut que je diminue la pression. C'est le trajet qu'on avait fait inverse sur le diagramme P et V. OK? T et V. C'est le diagramme T et V qu'on avait regardé ensemble.
Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer comment est-ce qu'on utilise et comment on fait une lecture dans le diagramme. Maintenant, on va regarder ensemble à quoi ressemblent les tables, hein, à quoi ressemble une table. Et pour les tables, on va d'abord prendre un petit exemple ici, autre que l'eau, qui est la table pour du CO2. Hein, comment est-ce qu'on regarde une table pareille? Eh bien, une des choses intéressantes à remarquer dans ce type de table, c'est de regarder quelles sont les références de la table. Hein, dans le sens où, comme on l'a déjà vu au cours, l'enthalpie est toujours définie par rapport à une référence qu'on rechoisit, et l'entropie, même s'il y a une vraie référence zéro qui existe, on choisit toujours de reprendre une référence. Bah, ici, on voit que la référence qui est reprise, c'est 0 degré Celsius. Pourquoi est-ce qu'on voit que c'est ça la référence? Bah, parce que quand je regarde dans H, donc les deux, donc H' pour le liquide et H'' pour la vapeur, bah, je vois qu'il y a un 0. Ah, et donc ma référence, elle est donc une référence d'enthalpie, c'est H égale 0. C'est pour un liquide. Donc là, je choisis que ce soit du CO2 liquide à 0 degré Celsius. C'est ça ma référence d'enthalpie. Ok, et donc on peut voir ici que ma référence d'entropie, c'est la même. Et c'est également pour un liquide à 0 degré Celsius. Et donc c'est H égale 0 et S égale 0 pour un liquide à 0 degré Celsius. Alors, ce qui est intéressant de voir, mais c'est quoi? C'est justement qu'en fait, on va pouvoir utiliser à chaque fois ici H' et H'', par exemple, pour avoir l'enthalpie d'un mélange. Et donc, si j'ai un mélange HX, pour rappel, eh bien, c'est un mélange qui contient X kg de vapeur par kilogramme total, donc de CO2 total, eh bien, je vais avoir X de vapeur fois H seconde, plus 1 moins X fois H'. Et donc là, bah, si x vaut par exemple 0,4, bah, vous avez donc ici 0,4 fois h seconde plus 0,6 fois h'. Alors, si on me dit, bah, tiens, j'ai un mélange en fait de 0,4, donc de x égale 0,4 qui se trouve à 20 degrés Celsius, bah là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez venir chercher ici dans le diagramme le H'' et le H'. Et donc, vous allez lire ici, ah ben tiens, là j'ai H'' et j'ai H'. Eh bien, j'aurai donc 0,4 fois 213,9 plus 0,6 fois 58,6 et j'aurai donc mon enthalpie. Attention aussi que ici, on est toujours avec une unité en mégapascal. Donc il faut faire x10 pour avoir des barres. Parce que on l'a dit tout à l'heure en disant, mais tiens, le CO2, il est de toute façon à l'état naturel, toujours à l'état de vapeur, donc toujours à l'état gazeux. Bah oui, parce que bah, si on prend une température moyenne, on va dire entre 15 et 25 degrés, eh bien, on va se retrouver entre des pressions de 50 et 64 bars. Hein, donc quand même très loin de la pression atmosphérique. Donc pour la pression atmosphérique, il faut 0,1 mégapascal. Et là, ben, on va regarder à ici 0,1 mégapascal. Je ne l'ai pas encore en fait et je suis en fait à moins 56,6 degrés. Hein, de dire tiens, ici ça c'est déjà à 5 bars et moins 56 degrés. Je vais passer à ce moment-là, il faudra moins 56 degrés et 5 bars pour passer à l'état de liquide. L'état de solide. Ok? Alors, pam, pam, pam. Ça, c'est sur comment utiliser les tables. Maintenant, on va donc faire un petit exemple ensemble. Alors, on va prendre un exemple et on va choisir, par exemple, d'essayer de trouver les caractéristiques de la vapeur saturée humide à 5 bars et x égale 0,6. Alors ici, on va le faire ensemble, mais donc ce que je vous propose de faire, si vous pensez avoir compris comment fonctionnait la table du CO2, ici on va le faire avec la table de l'eau, eh bien c'est donc de regarder ces caractéristiques à 5 bars et x égale 0,6, soit avec le diagramme, soit avec les tables. Ok. Alors ici, je vous laisse juste 2 secondes donc pour marquer pause et essayer de le faire par vous-même. Alors voilà, j'espère que vous avez réussi à trouver comment faire par vous-même. N'hésitez pas pendant toute la résolution, si vous avez peut-être juste besoin du démarrage, hein, de faire pause vous-même, quoi. Alors qu'est-ce qu'on va avoir ici? Bah, si on prend, on va regarder la méthode graphique qui, elle, va vous donner une précision qui n'est pas terrible, mais qui vous permettra d'avoir une première idée. Alors,
5 bars, pour rappel, c'est quoi? Eh bien, c'est 0,5 mégapascal. Donc ne faites pas l'erreur d'aller voir la ligne 5 ici. Hein, ici, on va avoir 0,5 mégapascal. Et par contre, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On vous dit x égale 0,6. Ah, ben x égale 0,6, c'est à l'intérieur de la courbe bleue. Alors 5 bars, on va partir, on va suivre ici avec le pointeur, ben donc cette ligne ici. Et x égale 0,6, ben pour rappel, en fait, les courbes qui sont les isotitres, ce sont celles-ci. Donc on a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Ok. Donc je vais surligner, en fait, ici, si je veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est celle-ci ici. Et le 0,5, lui, il vient comme ceci ici. Ok, donc le point qui m'intéresse, c'est le point qui se trouve ici, au croisement des deux. Ok. Alors on va pouvoir regarder quoi? Ben, on va pouvoir, en descendant en vertical, bon ici c'est pas tout à fait vertical, mais vous pourriez le regarder, eh bien on voit qu'on est environ, allez, on va dire à 4,95. On va regarder ici l'horizontale, voilà, on est environ à 150. Ok, donc là on a environ 150 degrés Celsius, on a environ S qui vaut 4,95. Que vaut le H? Bah là, on a 2006, 2005, 2004, 2003, 2002. Donc, on est environ H. H vaut environ 2250, on va dire. Ok. Donc, ça, c'est pour nous donner. Donc, attendez, hein, que j'avais bien suivi les bonnes. Non, justement, ici, elles sont reprises ici. Parce qu'elles se concentrent ici, hein, quand il y a le changement d'état. Donc ici, je dois remonter, je suis entre, j'avais mal regardé, donc c'est entre 1800 et 2000, donc c'est environ 1900. Donc H égale environ 1900, on vérifiera par après. Et ça, c'est tout ce que je peux tirer de mon diagramme. Ok, on va maintenant regarder, comme je vous disais, dans les tables. Ça, c'est un peu plus précis. Et comment est-ce qu'on va faire pour regarder dans les tables? Donc là, ça, c'est la table. Si vous voulez prendre 2 secondes pour essayer de regarder la table. N'oubliez pas que toutes ces tables sont disponibles sur Claco, évidemment. Eh bien, ici, la table, je vais rechercher du coup celle à 5 bars. Alors, je vais prendre la table de vapeur saturée, parce qu'ici, j'ai une vapeur saturée humide, donc c'est un mélange. Vous verrez que dans les tables, il y a aussi des vapeurs qui sont des tables pour les états non saturés. Donc, les états non saturés, eh bien, c'est le sous-refroidi ou le surchauffé. Donc, c'est tout ce qui est hors de la cloche. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 5 bars, je vais rechercher. Alors, j'ai pas exactement 5 bars, mais j'ai 5,0225. Quand on est si proche, je vous épargnerai ici de devoir faire une interpolation pour essayer de recalculer la vraie température. Et donc, on va s'arrêter à celui-ci et dire, OK, 152 degrés, c'est largement suffisant. OK. Alors là, on a le V qui ne pouvait pas être lu sur le diagramme. Et donc, on a toutes les données qu'il nous faut. Ah, toutes les données qu'il nous faut, eh bien, c'est justement le H', le H'', le S', le S''. Hein, et donc, on va pouvoir essayer de traduire cela en chiffres. Et qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, donc là, je vous remontre quelle est la colonne, la ligne qui nous intéresse. Et on va reprendre ces données-là en disant, bah, OK, P égale 5 bars, X égale 0,6. Bah, la température, c'est environ 152. Le HX, bah, c'est X fois H'' plus 1 moins X fois H'. Et donc, c'est 0,6 fois 2748 plus 0,4 fois 640, et c'est 1905. Hein, donc, on avait dit 1900, avec le diagramme, on n'était pas trop loin. SX, ici, eh bien, c'est 4,83. Bon, on avait dit 4,9 ou 4,95, je ne sais plus ce que j'avais dit, ben là, j'étais pas trop loin de la bonne réponse, mais vous voyez qu'ici, on a des chiffres beaucoup plus précis, et je peux également calculer mon V de X. Ok, alors, je vous donne un autre exemple maintenant avec le CO2. Et vous avez la table ici en dessous pour pouvoir essayer de vous débrouiller vous-même. Je vous laisse le temps de faire pause pour suivre après vous-même.
Voilà, j'espère que vous avez réussi à le calculer. On va vite faire la résolution ensemble. Alors ici, bien, c'est à nouveau une vapeur saturée humide, hein, donc je suis sous la cloche à 5 degrés et x égale 0,3. Donc ici, on va regarder uniquement dans le tableau comment faire. Alors, 5 degrés Celsius, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 5 degrés Celsius, je vais venir chercher ici, cette ligne-ci. Hop, j'essaie de ne pas trop bouger. Donc voilà, ça c'est la ligne qui m'intéresse. Faites bien attention à nouveau que là, eh bien, c'est pas 3,9 bars, mais c'est donc 39,72 bars. Et avec le x égale 0,3, ben, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner la feuille qui est ici. Et donc, on va bien avoir ben, x égale 0,3, t égale 5 degrés Celsius. La pression, c'est 39,7 bars. Et alors après, ben, on recommence, hein. On a identifié notre H' et notre H'. Et donc, on va faire 0,3 fois 232 plus 0,7 fois 13, etc., etc. Et vous avez donc là les réponses que je suis sûr que vous aviez réussi à trouver tout seul. Voilà, c'était pour une courte vidéo sur comment utiliser les diagrammes et les tables. Comme d'habitude, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me la poser.